Alors, c'est quoi un manager minimaliste? J'ai une petite idée. On va essayer d'en parler aujourd'hui. On va essayer de parler haut, comme souvent. Alors, un manager minimaliste, vous avez peut-être une petite idée de ce que ça peut bien être. Forcément, je vais un petit peu parler de mon expérience. Donc, moi, je travaille dans la tech depuis quasiment une vingtaine d'années. Ça fait à peu près, on va dire, la moitié, une dizaine d'années que je suis manager dans le domaine technique. Et tiens, je vais faire une petite dédicace à Alexandre qui m'a dit de marcher en arrière, faire voir ce qui se passe. Et donc, petit à petit, je me suis rendu compte que ça pouvait être intéressant d'essayer d'améliorer ces techniques de management. Alors, comme beaucoup, j'ai lu des livres, j'ai vu pas mal de choses à ce sujet. Et après, petit à petit, on se fait sa propre expérience. Et donc, en fait, l'idée derrière ce concept, c'est de dire manager minimaliste peut en faire moins, mais mieux. Alors, on va essayer d'expliquer ça. Moi, j'ai une équipe actuellement d'à peu près 16 personnes qui sont réparties sur plusieurs pays, sur 7 pays, pas de bêtises. Et donc, voilà, c'est une équipe remote, donc à distance. Donc, forcément, c'est pas tout à fait les mêmes techniques, mais l'idée, c'est de savoir, je dirais, ajuster ça le mieux possible. Et puis, disons que l'idée, c'est d'avoir quelque chose de fluide, de simple et d'efficace. C'est pour ça le côté minimaliste. Donc, pour entrer un petit peu dans le détail, alors maintenant, je prends quelques notes pour essayer de ne pas avoir un discours un peu trop freestyle, on va dire. On pourrait dire, oui, alors j'ai lu ça quelque part, less and lead, moins de stress, plus de leadership. L'idée, c'est pas de surcharger l'équipe. Euh, Moi-même, je suis quelqu'un qui essaie de ne pas être trop saturé technologiquement. Donc, je vais laisser un espace numérique, on va dire, à mon équipe. Euh, Zéro notification, zéro mail en interne, que du chat. Et des petites choses simples aussi, par exemple, meeting le lundi matin, suivi des tâches, le fameux MMM, Monday Morning Meeting. Voilà, un truc simple, un truc facile. Et puis, les fameux one-to-one. Alors, les fameux one-to-one, je pense qu'une fois toutes les 2 semaines, ça suffit. Toutes les semaines, c'est un peu un rythme un peu lourd. Et surtout, pour moi, le one-to-one, c'est pas un moment où on regarde la liste des tâches, qu'est-ce qu'il y a à faire. Ça, c'est pour les équipes, les team meetings d'équipe. Non, l'idée là, pendant le one-to-one, c'est vraiment de pouvoir, on va dire, parler du projet perso de la personne. C'est-à-dire, où est-ce qu'elle en est, sa carrière, dans la boîte où on est, qu'est-ce qu'elle veut faire, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, comment je peux l'aider, et surtout la laisser parler. C'est vraiment un moment où voilà, une personne de l'équipe, elle doit s'exprimer, c'est quelque chose d'important. Et puis, euh, et puis ça suffit, quoi. Voilà, le reste du temps, on peut gérer ça de manière plus ou moins asynchrone. Moi, j'aime bien avoir à peu près, on va dire, un canal uniquement. Donc, dans notre boîte, c'est Teams. Donc, un canal Teams avec toute l'équipe. Alors, Teams ne le gère pas aussi bien forcément que ce qu'on peut trouver dans Slack, mais avoir des sous-groupes par catégorie, par type de projet, c'est quand même bien pour pouvoir retrouver une conversation, surtout quand on a été absent pendant quelques temps. Et donc, il y a un Teams, un groupe, un chat d'équipe
ouvert à tous, transparence, visibilité, et aussi ça permet aux autres de voir comment on règle des problèmes pour d'autres projets. C'est toujours utile pour comprendre comment ça peut marcher pour d'autres projets. L'idée aussi, c'est pas de charger d'informations. Donc c'est pour ça qu'avoir quelque chose par groupe, ça peut être, c'est quand même utile d'avoir des sous-groupes. J'espère que Teams le fera mieux, on va dire, prochainement. Et vu qu'il copie un peu Slack, je ne doute pas que ça va venir rapidement. Et donc voilà, pas de mail, c'est tout. Communication au plus simple. Et pour ça, bah, il faut savoir déléguer intelligemment. Le souci, quand on fait de la tech, c'est que généralement, on vient d'un domaine, d'un domaine technique. On a été technicien, moi le premier, fait beaucoup de technique. Euh, et donc le piège, c'est de vouloir être l'expert technique. Donc avec l'expérience, l'ancienneté, c'est forcément quelque chose que on peut connaître, mais c'est un piège. Il faut vraiment laisser l'équipe gérer cette partie, en ayant de la crédibilité au niveau technique. Il faut savoir, mais il faut savoir s'effacer. C'est ça le manager minimaliste, c'est-à-dire aussi un peu savoir s'effacer devant l'équipe pour, euh, pour un peu laisser briller l'équipe. Vraiment important de mettre en avant et de ne pas être le type de manager qui va vouloir récolter, hein, comme on dit, tous les lauriers. C'est tentant, hein, mais il faut savoir gérer ça correctement. Donc ça, c'est les bases. Après, sur le style, chacun a son tempérament. Donc ça, il faut savoir faire avec la personne que l'on est. Moi, je suis dans un style assez décontracté, mais savoir garder ses distances, hein, parce que les managers trop copains-copains qui vont aller boire des verres avec les collègues après le boulot, c'est bien, mais il faut pas trop le faire. Parce que il y a des moments où il va falloir savoir quand même prendre des décisions, savoir expliquer certaines choses qui viennent du management. Donc ça, c'est jamais très évident. Pourquoi un tel a eu une promotion et pas d'autres? Il y a des situations parfois où on a deux personnes, puis il n'y a qu'une seule promotion possible parce qu'il n'y a pas de budget, parce que c'est comme ça. Et donc ça, c'est pas évident. Et il faut savoir l'expliquer et avoir une petite distance, ça permet quand même, à mon avis, de pouvoir faire ça correctement. Euh, voilà ce que je voulais vous dire dans les grandes lignes. Oui, aussi, attendez, je vais vous pousser un petit peu. Alors, si vous regardez ça sur Substack, vous aurez la chance d'admirer un peu ce qui se passe autour de moi. Pour le podcast, bah, vous avez le lien pour aller chercher ça. Donc, je disais, ouais, sur le style, euh, savoir être encourageant, euh, mettre en avant les réussites de l'équipe, mais garder ses distances, ne pas être non plus on appelle un yes man, hein, qui dit oui à tout. On comprendrait que c'est pas une solution pour une équipe, mais c'est pas forcément quelque chose je dirais, de facile à mettre en place. C'est une question peut-être une question, je dirais, de dosage, hein, comme beaucoup de choses dans la vie. Voilà ce que je pouvais vous dire. Regarde un petit peu mes notes, hein, pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu structuré. Moins de réunions, les one-to-one, les feedbacks, communication allégée, alternative, tout ça on en a parlé. Après, ce que j'aime bien faire aussi, euh, c'est mettre en place ce qu'on appelle un workshop
Donc, c'est un workshop qu'on fait un jeudi après-midi, une semaine sur deux aussi. Toutes les semaines, c'est un rythme qui est bien pour un weekly meeting du lundi matin, mais pas forcément bon pour ce type de workshop. Donc, un workshop basé autour de l'innovation. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est un workshop dans lequel on travaille sur des sujets qui n'ont rien à voir avec les projets sur lesquels vraiment on travaille. Pas dans le sens que ça n'a vraiment rien à voir, mais plutôt dans le sens que ça nous permet d'expérimenter des choses dans un environnement, on va dire, safe. On a le droit de faire des erreurs et on est au contraire poussé le plus possible, on va dire, à faire des erreurs. Euh, et on se partage l'écran, on communique, on essaye des choses, on essaye d'automatiser le plus possible les tâches quotidiennes. On essaye voilà, bah, d'automatiser toutes les étapes administratives, tout ce qui peut être le plus pénible pour bah, voilà, toujours un petit peu optimiser, booster la productivité, s'améliorer. Voilà. J'aime bien le jeudi après-midi, c'est un bon moment en fin de semaine. C'est comme les one-to-one, je les fais toujours le vendredi matin parce que c'est un moment où on est toujours un peu plus décontracté, un peu plus à l'aise. Euh, Par contre, tout ce qui concerne les tâches de mise en production, les migrations, quand on travaille dans la tech, c'est des choses qu'on a à faire en leur non ouvré, hein, couper les serveurs, mettre à jour, redémarrer les serveurs. Alors ça, on a un système très simple. On a deux slots par semaine, le mardi soir et le jeudi soir. C'est tout. Ce sont nos créneaux. Comme ça, les équipes métiers ou les clients savent à quoi s'en tenir, savent qu'on peut déployer 2 jours dans la semaine. Hein. La règle d'or, on déploie jamais rien en production un vendredi soir. C'est une grave erreur, parce que le samedi matin, si ça marche plus, bah, on n'a personne sous la main. Hein. C'est toujours compliqué d'aller récupérer tout le monde. Donc, donc voilà, une petite règle, on va dire. Et puis le lundi, bon, hein, on a la flemme, et puis le lundi, c'est le team meeting, donc on peut pas tout faire. Donc voilà, dans les grandes lignes, c'est très simple, hein. Pour être un manager minimaliste, bah voilà, surtout dans la tech, faut essayer de pas envahir ton équipe, laisser de l'espace pour respirer, les mettre en avant, le moins de meetings possible, zéro email, zéro notification, avec le moins de stress possible. Mais forcément, quand on travaille dans notre domaine, il y a toujours des choses qui ne marcheront pas. C'est la vie. Mais voilà, si on est bien préparé, normalement, ça ne doit pas nous causer de soucis. En dernière partie, il me semble que je voulais parler un peu des outils. Ouais, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Alors, bon, au niveau des outils pour le manager en lui-même, bah, hein, quand on est minimaliste, on va dire, bah, on reste une petite liste de tâches. Pas trop de sous-dossiers, ça sert à rien. Juste quelques tâches. De toute façon, si elle est trop longue, c'est qu'il y a quelque chose, on a raté quelque chose. Qu'on est mal organisé, qu'il y a un souci. Donc une petite to-do list, ça peut être incarné, ça peut être numérique. Je pense que le débat n'a pas vraiment de sens. Ce qu'il faut, c'est que ce soit accessible rapidement, sous la main. Et comme je disais, voilà, il y a 6-7 tâches dans la liste. Normalement, ça suffit. Avec, comme vous savez, hein, on commence le matin par la chose qui fait avancer le plus vers l'objectif le plus important qu'on s'est fixé. Facile à dire, mais pas toujours à faire. Mais une petite pause avec le café du matin, normalement, il suffit à planifier ça. Donc ça, c'est juste pour, on va dire, la partie management.
Ensuite, euh, gérer le flux d'email. Ça peut être ça peut être quelque chose de compliqué. Alors, je travaille dans une boîte où on a la chance d'avoir Microsoft Copilot et j'avoue que c'est un sacré avantage. C'est vraiment un avantage parce que je peux déléguer toute la partie email à Copilot. Donc, je me mets face à mon copilote, hein, mon petit assistant, je lui ai donné un petit nom, hein, euh, un petit peu comme j'avais fait pour ChatGPT avec mon ami José, histoire de un peu humaniser la chose, mais c'est surtout une sorte de réflexe, ça donne des habitudes. On lui dit Salut José, comment tu vas? Aujourd'hui, je fais ça. Bon, ma petite astuce, je pense que j'en ai déjà parlé, mais si vous écrivez, euh, faites un PDF avec tout ce que vous avez écrit, votre style d'écriture, vous le chargez dans la mémoire de votre copilote ou votre assistant de ce que vous avez au boulot. GPT, si vous n'avez que ça, mais le problème, c'est que ChatGPT n'aura pas forcément accès à vos emails. Euh, et puis vous lui dites, bah, parle comme moi. Ça permet toujours d'avoir quelqu'un qui va être sur la même longueur d'onde, qui va utiliser votre style. Puis si jamais vous avez besoin de copier-coller des messages, c'est toujours utile. Là, ce qui est bien avec Copilot, c'est il va faire la différence entre le ton personnel lorsque vous écrivez quelque chose par vous-même, avec le ton un peu professionnel qu'il va pouvoir réutiliser en s'inspirant de vos messages que vous avez déjà écrits. Donc je disais avec Copilot, bah, c'est simple, vous déléguez toute cette partie email à Copilot, donc vous aurez Copilot et vous lui dites quels sont les messages les plus importants. Il va vous faire un petit résumé. Vous pouvez lui parler, vous lui dites bon bah pour cet email-là, vous répondez à machin, que c'est OK pour le projet, on va faire comme ci, comme ça. Réponds en anglais, sur un ton professionnel ou avec mon style habituel, prépare-moi un draft. Hop, faites ça pour les 4 5 mails importants. Et puis vous avez vos drafts qui sont prêts dans votre Outlook. Vous faites un petit check avant de cliquer sur envoyer. Et puis après, bah, vous êtes prêt. Donc vous pouvez lui demander de lui scanner, de faire des résumés des autres messages. Mais voilà, ça permet d'aller très rapidement gérer quelque chose qui est très chronophage. Je sais pas si vous avez vu dans les notes ou dans les posts que j'ai pu envoyer, mais on reçoit tellement de communications dans ma boîte que je fais à plus de 16 ou 17 000 mails non lus en 5 6 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez pénible et contraignant. Et donc, ce genre de solution, on va dire bah, que ça change la vie. Alors, ok, les mails ont un style un peu copilote. Forcément, un style un peu IA. Alors, bon, quand c'est pour écrire à un support technique qui va gérer ça dans un ticket ou à un groupe de techniciens, ils vont pas se formaliser. C'est pas très grave. Quand vous parlez à des pairs, des personnes du même niveau, on va dire, tout simplement, ça peut être difficile, mais comme quand on parle à des gens on va dire, du moins à ses pairs, je dirais que ça passe. Ça passe dans le sens, on voit que le mail a été envoyé avec copilote, mais c'est pas grave. Vous êtes quelqu'un de pressé, hein, dans ce monde pressé, et donc on remarque que c'est de plus en plus toléré ce genre de message. Donc c'est pas grave. Le message est passé, il s'inspire un peu de votre style, ça reste assez robotique, mais c'est pas grave. Quand c'est pour l'équipe, vu que moi je leur envoie pas de mail, j'ai pas ce souci. Mais quand c'est par exemple pour envoyer un mail à un supérieur avec en copie l'équipe pour montrer le travail accompli, etc., mettre en avant l'équipe comme je disais, bon là je l'écris moi-même avec mon style, de la manière la plus simple possible. Euh, voilà. Mais ça, ce sont des mails qui font plaisir à écrire.
Donc c'est vraiment idéal. Donc tout le monde n'a pas la chance d'avoir une IA qui gère, qui est connectée à sa propre boîte mail. Je vais faire quelques recherches. Je pense que ça va être possible de le faire avec d'autres sortes d'IA. Euh, mais vraiment, moi, ça me sauve des heures et des heures de lecture, de résumé, de mails à la chaîne, avec je ne sais combien de retours. Donc, vraiment un truc très, très, très positif. Dernier outil, euh, au niveau de la gestion de l'équipe, toujours dans le mode de fonctionnement d'un manager minimaliste. Bon, comment on gère le travail de l'équipe? Alors, comme moi, vous utilisez la suite Office 365, ce qui est le cas, je pense, de beaucoup de monde. Je pense qu'il est possible de faire à peu près pareil avec la suite Google. On a un fonctionnement ultra simple. On a une boîte mail pour l'équipe avec notre nom d'équipe, arrobase le nom de la boîte, et tout ce qu'on nous envoie, c'est le seul mail que nos clients, nos pairs, nos managers doivent connaître. Comme ça, c'est ultra simple. Donc, avec Office 365, on a la possibilité d'utiliser gratuitement ce qu'on appelle Power Automate. Donc, ça va être une automatisation qui va aller vérifier tous les mails. Et puis, avec un système de mots-clés très simple, par projet, ou des mots-clés, vraiment une vingtaine de mots-clés, même pas, et ben, ça va nous créer des tâches euh, ou des informations, en tout cas, directement dans un grand planeur. Donc, un planeur, c'est une sorte de grande to-do list d'équipe avec des buckets, on va dire, des compartiments. Et automatiquement, tous ces mails vont créer un ticket, une tâche, ou ce qu'on appelle une carte dans Planner. Et puis, l'assigner à la bonne personne, toujours basé sur des mots-clés ou des petites règles en dur qu'on a créées. Et c'est ultra efficace. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous envoie un mail sur tel projet, il faut redémarrer tel serveur, bim, ça va tout de suite dans la bonne case, ça assigne à la personne en charge du projet, ça lui envoie même une petite notification dans son, dans son Teams, donc il n'y aurait même pas besoin de consulter la boîte mail en permanence. C'est ultra pratique, ultra efficace, il y a de la visibilité pour tout le monde, c'est partagé. Une fois que la tâche est planifiée, est finie, on on la ferme. On a la possibilité de choisir le temps passé dessus et ça nous fait un rapport automatique avec le temps passé sur chaque projet, chaque action, par chaque personne, avec le minimum d'effort et je dirais le plus rapidement possible. Donc voilà, l'automatisation, de la simplicité, quelque chose qui va permettre d'aller vite. Je pense que c'est comme ça qu'on peut gérer une équipe de manière la plus simple, efficace, en laissant de la place. Alors forcément, on est sur la phase 2 maintenant de cette façon de faire avec de l'IA. On va mettre en place des agents qui vont aller lire ces messages, qui vont être connectés à nos outils internes pour aller actionner des actions que l'équipe ferait. Et petit à petit, le rôle de l'équipe va un peu évoluer. Ils vont devoir surveiller, monitorer ce qui se passe avec des agents qui vont faire notre boulot, hein, et bon, c'est le but, hein. Un bon informaticien, c'est un informaticien paresseux, hein, ce que disait Bill Gates, hein. Comme ça qu'il a recruté, hein. Prenez les plus lazy et ceux qui avaient le job. Sachant que, ok, l'IA va peut-être prendre notre travail. On a encore un peu de temps devant nous. Je sais qu'il y a des annonces qui font peur, comme Amazon qui dit qu'ils vont euh, virer 600 000 personnes, je crois, dans le monde. Donc c'est vrai que ça peut être un peu inquiétant. Mais je pense qu'on a quand même encore un petit peu de temps devant nous, malgré tout, hein, avant de tout automatiser. Donc, nous qui travaillons dans la tech, je pense qu'il
mieux vaut être préparé, mieux vaut être celui qui va savoir configurer, monitorer et gérer l'agent qui va faire son boulot, plutôt que de rester terrorisé dans l'inaction. Et puis, bon, l'IA, c'est un peu comme le cloud il y a quelques temps. Il fallait vraiment être une cloud compagnie pour réussir. Maintenant, faut être une IA compagnie, il faut tout refaire, il faut tout penser IA, il faut tout rebâtir. Je pense que c'est vraiment une opportunité pour laisser pas mal de place à des personnes un peu, un peu intelligentes pour créer des choses. Donc je pense que c'est comme si on était au début de l'ère d'Internet ou au début de l'ère du cloud. Tout est possible. Et avoir ce mindset, je dirais, d'efficacité, de simplicité, d'aller droit au but. Bon, chacun son style, mais je pense que ça peut être quelque chose de très utile pour l'avenir. Et puis voilà, comme je disais, le travail d'équipe, c'est aussi savoir mettre en valeur les gens avec qui on travaille. Euh, Manager minimaliste, il en fait moins, il en fait mieux, et il s'efface devant son équipe pour, entre guillemets, faire briller son équipe. Je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important. Le travail, ça reste une aventure humaine, hein, enfin une aventure. Et voilà, c'est les relations humaines qui font la différence. Avoir un style décontracté, laisser la personne de la place pour évoluer dans un environnement le plus sûr possible, tout en montrant, voilà, du leadership, de la vision, euh, savoir qu'on va mener l'équipe dans la bonne direction. Pas forcément facile, mais je pense que c'est ça qui permet à des équipes de performer, puisque dans ce monde du travail, c'est quelque chose d'important, on va dire. Donc voilà, j'espère avoir expliqué dans les grandes lignes ce que c'était qu'un manager minimaliste.